Non, 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 pas question. Vous ne m'entendrez pas raconter une énième version de la mort d'Archimède. Tenez plutôt, avec toutes les fois où je vous ai déjà parlé de lui, je ne vous ai pas encore dit ce que signifiait son nom, ou plutôt son surnom. Archi, c'est le maître, et Médomai signifie réfléchir, élaborer, inventer. Donc, Archimède, c'est le maître inventeur. Et s'il y a quelqu'un dans l'histoire qui a mérité ce surnom-là, c'est bien lui. Écoutez plutôt Plutarque, qui écrit 3 siècles après la mort d'Archimède. Les illustrations qui suivent dépendent plus de l'imagination du peintre que de la vérité historique. Archimède, ayant fait tirer à terre avec un grand travail et à force de bras une des galères du roi, ordonna qu'on y mît la charge ordinaire avec autant d'hommes qu'elle en pourrait contenir. Ensuite, s'étant assis à quelque distance, sans employer d'effort, en tirant doucement de sa main le bout d'une machine à plusieurs poulies, il ramène à lui la galère, qui glissait aussi légèrement et avec aussi peu d'obstacles que si elle avait fendu les flots. Alors pensez donc. Le roi, émerveillé d'un tel pouvoir de l'art, engagea Archimède à lui faire toutes sortes de machines et de batteries de sièges, soit pour l'attaque, soit pour la défense des places. Et voilà Archimède promu ingénieur militaire en chef. Du côté de la mer, il avait placé sur les murailles d'autres machines qui, abaissant tout à coup sur les galères de grosses antennes en forme de croc et cramponnant les vaisseaux, les enlevaient par la force du contrepoids, les laissaient retomber ensuite et les abîmaient dans les flots. Il en accrochait d'autres par la proue avec des mains de fer ou des becs de grue, et après les avoir dressés sur leur poupe, il les enfonçait dans la mer. Et encore, Plutarque ne dit rien des miroirs ardents qui brûlaient les navires à distance. Oui, bon, ces miroirs ardents, plus grand monde n'y croit. Écoutez plutôt Descartes. Vous pouvez voir que ceux qui ne sont qu'à demi savants en optique se laissent persuader de beaucoup de choses qui sont impossibles, et que ces miroirs, dont on a dit qu'Archimède brûlait des navires de fort loin, devaient être extrêmement grands, ou plutôt qu'ils sont fabuleux. Fabuleux ou pas, vous imaginez bien que tous les écrits d'Archimède ont été étudiés avec la dernière attention. Le problème, c'est qu'il y a très peu de sources provenant directement d'Archimède. L'original grec avait figuré dans 2 manuscrits, évidemment des copies de copies, qui ne contenaient pas les mêmes textes. Certains écrits d'Archimède, dont on avait des traductions partielles en arabe, n'y figuraient pas. D'autres, que l'on ne connaissait que par des citations, semblaient définitivement perdus. Ce, jusqu'à une découverte sensationnelle. Un livre de prières du XIIIe siècle, copié sur parchemin. Mais pas n'importe quel parchemin, du parchemin recyclé. Comment s'y prend-on pour recycler du parchemin? On choisit un vieux livre, on en découpe les feuilles, on les gratte le plus qu'il est possible sans les trouer. Comme il reste encore des traces, on reblanchit les pages à la chaux, puis on écrit par-dessus, perpendiculairement aux anciennes lignes. Cela s'appelle un palimpseste, étymologiquement qu'on a gratté de nouveau. Cela donne ceci. Le nouveau texte est lisible, certes, mais on devine tout de même des lignes en dessous. Quelques-unes de ces lignes, scrupuleusement retranscrites, ont suffi à un spécialiste en 1906 pour reconnaître un trésor. Le livre de prières du XIIIe siècle avait été recopié par-dessus un manuscrit des œuvres d'Archimède. Ce n'est que tout récemment que les techniques d'analyse d'images
ont permis de reconstituer la plus grande partie du texte effacé et de retrouver intégralement certains des traités d'Archimède que l'on croyait partiellement ou totalement perdus. Le plus important de ces traités est la Méthode, un livre théorique où Archimède décrit et illustre ses techniques de mécanique pour calculer entre autres des centres de gravité. Mais il y avait aussi dans le palimpseste quelques pages d'un petit traité que l'on ne connaissait que par une traduction arabe partielle, le Stomachion. Enfin, Stomachion ou Ostomachion, selon les étymologies proposées. Les anglo-saxons ont tendance à considérer que Stomachion viendrait de estomac parce que le jeu provoquerait des brûlures d'estomac. Je n'y crois pas une seconde. Ostomachion, c'est-à-dire combat des petits os, me paraît plus réaliste, mais au fond peu importe. De quoi s'agit-il? D'un puzzle composé de 14 pièces, 11 triangles et 3 quadrilatères. Les 14 pièces s'assemblent en un carré, comme dans la version originale, vue ici par une artiste contemporaine. Qu'en fait Archimède? Voici deux extraits adaptés de son texte. J'ai jugé nécessaire, premièrement, de m'intéresser dans ma recherche au rapport des figures à la figure totale qu'elles divisent, et aussi aux angles de ces figures. De plus, le nombre des figures que l'on peut reconstituer n'est pas petit, car chaque pièce peut être tournée et positionnée différemment. De même, deux pièces prises ensemble vues comme une seule, de sorte que dans ces transpositions, de nombreuses figures sont reconstituées. Pour la première partie, le programme est clair. Il s'agit, étant donné la description du découpage, d'en déduire la proportion de chaque pièce au carré total, ainsi que ses angles. Sur cette figure, extraite des curiosités géométriques de Fouret, les surfaces de chaque pièce sont marquées en 48e de la figure totale. Les angles peuvent aussi se calculer. Mais tout cela était trop simple pour constituer un but digne d'Archimède. Il se pourrait, par contre, que la seconde affirmation fasse référence au nombre de manières de reconstituer le carré initial. Si c'est bien ce que dit Archimède, il a raison. Il n'est effectivement pas petit. 17 152. Et dans ce cas, nous aurions là le plus ancien problème de combinatoire au monde. En tout cas, Archimède n'a jamais prétendu être l'inventeur du jeu, qui existait selon toute vraisemblance longtemps avant lui. Ausone est un auteur latin du IVe siècle. Il était originaire de la région de Bordeaux et bien sûr, grand amateur de vin. Il a écrit un poème intitulé le Santon nuptial. Un santon, ce n'est pas une figurine de crèche, c'est un poème patchwork où on recycle des morceaux de vers classiques pour en détourner le sens et fabriquer un nouveau poème. Chez Ausone, la victime du détournement est Virgile, que les lettrés de son époque connaissaient tous par cœur. Pour expliquer son but, Ausone utilise une analogie. Je vais te définir le santon. C'est un échafaudage poétique construit de morceaux détachés et de divers sens. C'est comme qui dirait le jeu que les Grecs appellent ostomachion. Ce sont des osselets qui forment en tout 14 figures géométriques. Il y en a d'équilatérales, de triangulaires, à ligne droite, angles droits ou obtus. Des divers assemblages de ces osselets se dessinent 1000 sortes d'images. Un éléphant monstrueux, un lourd sanglier, une oie qui vole, un myrmillon sous les armes, un chasseur à l'affût, un chien qui aboie, une tourterelle, un canthare et un nombre infini d'autres figures qui varient selon l'habilité du joueur.
Vous avez reconnu le but du jeu? Oui, c'est ça, c'est une sorte de tangram. On ne peut pas parler d'ancêtre, car il ne semble pas que les inventeurs du tangram aient connu le stomachion. En tout cas, le tangram est beaucoup plus simple. Il n'y a que 7 pièces, 5 triangles rectangles isocèles, un carré et un parallélogramme d'angle 45 et 135 degrés. On ne connaît pas l'origine exacte, mais il semble que le tangram ne remonte pas au-delà du XVIIIe siècle. La plus ancienne trace connue vient du Japon de l'époque Edo. Elle date de 1743 et les 7 pièces ne sont pas tout à fait les mêmes que celles du tangram actuel. Le nom japonais signifie plaquette de la sagesse. Des versions plus compliquées sont apparues au Japon vers la fin du XVIIIe siècle. Pourtant, si l'on en croit cette estampe, les geishas ont continué à pratiquer la version traditionnelle. Le tangram tel que nous le connaissons passe en Chine au début du XIXe, et dès 1817, la folie du casse-tête chinois balayait l'Europe. Vous voyez ici une trace de cet engouement éphémère et excessif. Dans les pièces du tangram sont dessinés un magasin de jeux que l'on dévalise, un mari qui néglige sa femme, une femme qui néglige son bébé, une auberge où tout part à volo. Et tout cela parce que chacun passe son temps à jouer au tangram. La folie a duré environ un an, entre 1817 et 1818. Voici une trace de son début dans la presse. Un nouveau jeu est depuis quelque temps en vogue dans plusieurs cafés et fait déserter les dames, les dominos et les échecs. Il se nomme énigme chinoise. Ce nom indique son origine et consiste à former des combinaisons données au moyen de 7 figures géométriques. Ce jeu, assez difficile pour être piquant, ne l'est pas assez pour se fatiguer et amuse l'esprit en lui offrant de petits problèmes à résoudre. Non seulement il amuse l'esprit, mais il peut aussi l'instruire. C'est ce qu'ont tout de suite pensé certains professeurs de mathématiques, quitte d'ailleurs à simplifier notablement l'ensemble des pièces. Si la folie s'est calmée assez vite, le jeu s'est installé et n'a jamais cessé d'être pratiqué un peu partout dans le monde. Ces figures sont extraites d'un des premiers recueils de problèmes en anglais, dont on dit que Lewis Carroll, grand amateur de casse-tête, l'avait dans sa bibliothèque. Ce qui est étonnant dans le cas du tangram, c'est qu'il soit apparu si tard. Parce qu'après tout, la fameuse démonstration chinoise du théorème de Pythagore, qui est beaucoup plus ancienne, est une sorte de puzzle, pas très loin du tangram. Mais comme je vous parle ailleurs des démonstrations de Pythagore, je vais vous en montrer une autre, chinoise également, que je trouve tout aussi belle. Voici le problème 14 du dernier chapitre dans les 9 chapitres sur l'art du calcul. Supposons que la base vaille 5 buts et la hauteur 12 buts. On demande combien vaut le côté du carré inscrit à l'intérieur de la base. Réponse: le côté du carré vaut 3 buts, 9/17 de but. Procédure: on somme la base et la hauteur, ce qui fait le diviseur. Base et hauteur sont multipliées l'une par l'autre, ce qui fait le dividende. Et en effectuant la division du dividende par le diviseur, on obtient le côté du carré en but. Le triangle dont il est question est rectangle, et les deux côtés de l'angle droit sont de longueur 12 et 5. Le résultat et l'algorithme de calcul pour le côté du carré inscrit sont parachutés. Jusque-là, on ne voit pas bien où est la géométrie ni où est la démonstration. Mais écoutez plutôt le commentaire de Hugh Wei.
J'ai reconstitué la figure dont il parle, avec ses propres couleurs. Quand base et hauteur sont multipliées l'une par l'autre, cela fait des surfaces vermillon, bleu-vert et jaune, chacune en 2 exemplaires. Ça, c'est le rectangle de gauche, qui contient le triangle initial et son double, donc 2 carrés jaunes dont on cherche le côté, 2 triangles rouges et 2 bleus. Ensuite, Liu Hui dit: si on fait en sorte que les longueurs des surfaces jaunes forment la longueur aux extrémités, que les surfaces qui sont vermillon et bleu-vert, chacune selon les catégories qui leur correspondent, se conforment aux 2 transverses qui leur correspondent en tout, cela engendre la surface d'un rectangle. Le côté du carré inscrit jaune en fait la largeur. La somme de la base et de la hauteur en fait la longueur. C'est pourquoi sommet, base et hauteur en fait le diviseur. Oui, bon, d'accord, cela mérite explication. Liu Wei parle du rectangle de droite, dans lequel on a rangé les 6 morceaux de celui de gauche, de sorte que la largeur soit le côté du carré jaune. La hauteur est 12 plus 5, et la surface est toujours 12 fois 5. Et voilà. Élégant, vous ne trouvez pas? Le schéma de pensée consistant à découper une figure pour en former une autre de même surface est non seulement extrêmement ancien, mais on peut considérer qu'il est fondateur d'une grande partie des mathématiques, à la fois comme outil de démonstration et comme source de problèmes. Je vous raconte ailleurs comment les Mésopotamiens résolvaient ce que nous considérons comme des équations algébriques, à l'aide de découpage. Les problèmes de division de terrain en parties égales sont au moins aussi anciens. Vous voyez ici un problème de division dans un champ trapézoïdal, datant environ du XXVe siècle avant notre ère. Cette tablette-ci est beaucoup plus récente, puisqu'elle ne date que du temps d'Hammurabi. D'ailleurs, vous voyez bien que la photographie est en couleur. Bref. La tablette porte 10 diagrammes de triangles partagés en 3 morceaux par des droites parallèles selon des proportions fixées. Les éléments d'Euclide contiennent des arguments beaucoup plus élaborés que des découpages de figures. On a parfois l'impression qu'Euclide va chercher des démonstrations compliquées quand précisément un découpage serait plus clair et plus rapide. Souvenez-vous par exemple de sa démonstration du théorème de Pythagore. On trouve tout de même chez Euclide des traces de découpage, par exemple dans les propositions 34 à 38 du livre 1. Elles énoncent l'égalité des surfaces des parallélogrammes ou des triangles de base et de hauteur égales. C'est particulièrement flagrant sur la version colorée de Byrne. Il faut dire qu'en plus des éléments, Euclide avait aussi écrit un livre intitulé Sur la division des figures planes. Il ne nous est pas parvenu, mais on peut le reconstituer grâce à une traduction partielle en arabe datant du Xe siècle. Il semble que l'ouvrage d'Euclide ait été un recueil de problèmes consistant à diviser une figure polygonale donnée en 2 ou plus de 2 parties, dans des rapports de surface donnés. Vient ensuite Héron d'Alexandrie. Il consacre une partie de son livre sur la mesure à ce qu'il appelle la division des domaines. L'introduction exprime bien l'importance qu'il accorde à la question en même temps que les préjugés de son époque. Nous pensons que les divisions des domaines ne s'écartent pas beaucoup des mesures effectuées dans les domaines, car attribuer un domaine égal aux égaux et un domaine plus important à ceux qui en sont dignes, selon la répartition proportionnelle, est considéré comme tout à fait utile et nécessaire.
La tradition des problèmes de découpage, héritée des Grecs, est restée bien vivante du temps des Arabes. Pour l'illustrer, j'ai choisi un auteur persan du Xe siècle, Aboul Wafa. Les extraits proviennent d'un magnifique manuscrit du XVIe siècle, cadeau de Gallica. Le titre complet est Livre de ce qui est nécessaire à l'artisan en construction géométrique. Ce que vous voyez est la figure d'un problème typiquement euclidien. Diviser un triangle en deux parties de surfaces égales par un segment issu d'un point donné. Voici la démonstration d'Aboul Wafa. Et j'espère que vous ne m'en voudrez pas, je me suis permis de rajouter des lettres latines sur les sommets. On veut partager un triangle ABC en deux parties égales avec une ligne à partir d'un point D. On partage la ligne BC en sa moitié. Si la division tombe sur le point D, traçons AD, et le triangle ABC sera partagé par sa moitié, par la ligne AD. Et si la division ne tombe pas sur le point D, elle tombe sur un autre point, comme le point I. On joint AD à I, et on fait sortir du point I une ligne IE parallèle à la ligne AD. On rejoint DE, et le triangle ABC sera partagé en deux moitiés par la ligne DE. Vous ne croyez tout de même pas qu'Aboul Wafa va vous dire pourquoi, non? Il a mieux à faire. Des découpages et des constructions beaucoup plus compliquées que ce triangle coupé en deux. Comme par exemple cette construction itérative de demi-cercle que je trouve magnifique. Ou bien ce découpage de carrés qui n'est pas sans rappeler le stomachion d'Archimède. Ah oui, mais là, il ne s'agit plus de jouer, mais de décorer. Les magnifiques mosaïques arabes, comme celle du palais de l'Alhambra, étaient d'abord des divisions de figures géométriques. Mais bon, cette histoire est assez longue comme ça. Je vous reparlerai de l'Alhambra un autre jour. Sur les références vient en général le moment où je vous avoue ce que je n'ai pas osé vous dire avant. Oui, mais là, je bloque. Vous vous souvenez du santon nuptial d'Ozone? L'Énéide de Virgile, bien classique, bien convenable, passé à la moulinette? Et d'après vous, qu'est-ce qu'il en a fait, Ozone? Non, n'insistez pas, je ne peux pas vous le dire. Lisez la première référence, ou mieux, allez chercher la traduction sur Gallica. C'est dans le volume 2 de ses œuvres complètes, l'édition de 1843.